20 secondes au moins que les gens se connectent. Sinon, c'est ce problème de Facebook, hein, du Facebook Live, c'est comme je fais. Donc bien attendre 30 secondes. On part à 30 secondes. Connecté, oui. Tu essayes quand même de préciser dès le départ qu'on va s'intéresser à la période 59-80 et puis parce que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on commente le 10 mai, le truc et le machin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis en présence de Gilbert Mitterrand dans un cadre bien particulier qui va être celui de la revisitation, on peut le dire ainsi, hein, de ce qui a précédé le moment tout à fait essentiel dans la vie politique française, le 10 mai 1981, la victoire de François Mitterrand, première grande alternance politique de la Ve République. Pourquoi revisitation? Tout simplement parce que nous avons choisi, en préparant cette rencontre, cher Gilbert Mitterrand, de ne traiter qu'une séquence dans la vie de François Mitterrand, c'est-à-dire la période qui s'étale de 1958, on va dire pour faire simple, du retour du général de Gaulle au pouvoir, donc le début de la Ve République, au 10 mai 1980. Alors je précise ça parce que celles et ceux qui nous regardent vont peut-être être frustrés de pas qu'on n'évoque pas la période antérieure, hein, qui serait en fait la vie de François Mitterrand, la vie politique, en particulier dans sa jeunesse, et puis la Quatrième République, et puis évidemment la séquence de la Deuxième Guerre mondiale, ou après 1981. Et je voudrais, pour lancer cette discussion, vous allez voir, ça va boucler avec le terme de notre échange tel qu'on l'a envisagé. Je voudrais, cher Gilbert, évoquer le dernier grand discours politique public de François Mitterrand à la fin de son deuxième septennat. C'est le 17 janvier 1995 et c'est à la tribune du Parlement européen qui se réunit à ce moment-là dans ce qui était l'hémicycle du Conseil de l'Europe à Strasbourg pour le début de la présidence française de l'Union européenne. Et dans ce discours, qui est passé à la postérité, parce que c'est là que François Mitterrand a cette célèbre formule « le nationalisme, c'est la guerre », mais on va revenir à ce discours, il évoque, devant les parlementaires européens, la période où il a été en Allemagne, en particulier en camp de prisonniers, dans son stalag, et il dit en particulier qu'il a parcouru l'Allemagne, en particulier à 3 reprises, puisqu'il a fait 3 tentatives d'évasion de son camp de prisonniers. Et il se trouve, vous voyez où je veux en venir, qu'il a aussi s'y est repris à 3 fois pour gagner le 10 mai 1981. C'était sa 3e candidature à l'Élysée. C'était à l'époque, on va dire, où il ne suffisait pas d'apparaître comme ça pour être élu président de la République. Il fallait, comme on dit, prendre des coups, avoir des cicatrices, avoir des traces. Et François Mitterrand, mais on va le voir pendant cette heure, il s'est présenté en 65, il s'est présenté en 74, et il gagne en 81 et 88. Cher Gilbert Mitterrand, qu'est-ce qui se passe en mai 58? Et on va voir tout de suite une photo qu'on va pouvoir, je pense, commenter. En mai 58, votre papa est un des seuls hommes politiques de la 4e République à ne pas soutenir et à appeler de ses voeux le retour du général de Gaulle au pouvoir en pleine crise politique. Pour quelle raison?
Merci Jean Petot. Je disais, on va répondre aux questions une par une. Et là, vous commencez en 1958. Vous dites qu'il était un des seuls ou un des rares hommes politiques à s'opposer au général de Gaulle. Alors, il n'était pas tout à fait le seul, puisqu'il y avait Pierre Mendès France, il y avait Charles Hernu, il y avait peut-être Alain Savary, je ne sais plus. Oui. Donc, on voit sur la photo, je ne sais pas si on la voit, cette manifestation du 26 mai 58. On voit un vieux monsieur avec un chapeau. C'est Édouard Daladier, grande figure de la vie politique de la troisième. Et on voit bien sûr Pierre Mendès France, qui est le deuxième à partir de la gauche. Voilà, donc ils ne sont pas nombreux, en tout cas, à manifester une inquiétude, une défiance, en tout cas, au retour du général de Gaulle. Non pas contre la personne du général de Gaulle, personnellement, mais ayant une interrogation sur la nature de pouvoir, sur quoi tout ça peut déboucher. Bon. Alors, remettons-nous dans le contexte. La 4ème République est subclaquante. Les causes, on les connaît, à la fois parce qu'un régime très instable, où il y avait un gouvernement, je veux dire en moyenne, tous les 6 mois ou tous les 9 mois, donc une instabilité chronique. 21 gouvernements oui, ça, en 11 ans. C'est ça, donc 12 ans. La moyenne, ça fait à peu près 6 mois. Le plus long ayant été d'ailleurs celui de Guy Mollet, je crois, qui a duré 1 an et demi. Donc c'est pour dire, les plus courts, c'était 3 jours. Oui, exactement. Bon. Donc François Mitterrand était dans cette 4ème République. Il a été 11 fois ministre. Donc il faisait partie du paysage politique, mais c'était avec tous les autres. Je veux dire, Pierre Mendès France, Guy Mollet, Gaston Defferre, Jacques Chaban-Delmas, Edgar Faure et d'autres. Bon. Donc la 4ème République est subclaquante du fait de son instabilité, certes, mais aussi pour ne pas arriver à résoudre la question de ce qui s'est appelé d'abord, ce qui s'est appelé les événements d'Algérie, puis la guerre d'Algérie par la suite. Et c'est dans ce contexte que le président René Coty, après avoir épuisé, je cherche le prénom, Pfimelin. Pierre Pfimelin. Pierre Pfimelin. Maire de Strasbourg, MRP. Quelques jours. Puis ensuite, donc, il appelle le général de Gaulle. Il contacte votre papa, René Coty. Oui, il est consulté, en effet, parce que François Mitterrand fait partie de ceux qui auraient pu être nommés président du Conseil, Premier ministre aujourd'hui. Alors, la question était, si vous étiez nommé président du Conseil, est-ce que vous prendriez des ministres communistes au gouvernement ou est-ce que vous auriez un accord politique avec le Parti communiste? Déjà à cette époque, la question s'était posée. Et François Mitterrand a répondu qu'il n'évacuait pas cette question. Et ça, c'était le cut qu'il ne fallait pas franchir. Donc, Coty a considéré que François Mitterrand n'était pas le bon cheval. Le bon cheval. Donc, c'est d'abord peut-être Gaillard, ensuite Pfimelin, et dernier président de la 4ème République, parce que ça on l'oublie toujours, bien sûr, le dernier président du Conseil, dernier président du Conseil, dernier Premier ministre, on va dire, de la 4ème République, c'est le général de Gaulle. Au moment où il est nommé, c'est évidemment sur la question cruciale de la guerre d'Algérie. Tout le personnel politique pense qu'il échouera comme les autres. Que par conséquent, c'est une question de quelques mois. Ça ne va pas plus loin. Sauf que, on sait les positions que le général de Gaulle a prises sur la guerre d'Algérie, celles qu'il n'a pas mises en œuvre par la suite. Mais à l'époque, c'était évidemment sous un contexte de putsch à Alger, de militaires qui menacent d'envoyer des parachutistes sur Paris. Qui avaient déjà pris position en Corse. Absolument, qui était déjà intervenu en Corse. Ce qui veut dire que le retour du général de Gaulle dont vous parlez se passe quand même sur un contexte
on va dire, de soutien de l'armée, d'une partie de l'armée française, un peu putschiste, hein, franchement même. Donc il y a quand même une interrogation sur la nature de la légitimité. On peut dire comme ça, c'est légitime, c'est Coty qui désigne, on est dans la légitimité, la légalité, mais le fond du décor est quand même soit inquiétant, soit laisse poser des questions, plutôt que d'adhérer tout de suite, comme ça, à ce mouvement de retour du général de Gaulle. Et très vite, ça se vérifie, puisque le général de Gaulle propose très vite de modifier les institutions, de créer un référendum à cette occasion pour l'émergence d'une 5e République, dont on ne connaît pas exactement encore les contours, sur l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, les prérogatives, etc. Et donc il y a des gens dans la vie politique française qui s'interrogent sur cette question. Ce n'était pas contre le général de Gaulle, c'était contre la nature du pouvoir et les conditions de son retour au pouvoir. Je vous fais avancer dans le temps, Gilbert. Oui. Ces personnalités politiques, j'allais dire, vont pour certaines s'interroger très tôt. C'est celle qu'on vient de voir sur la photo. Plus les noms que vous avez ajoutés. On peut rajouter aussi Roland Dumas, vous avez cité Charles Hernu. Et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, les soutiens au général de Gaulle de l'ancienne 4e République vont plutôt fondre comme neige au soleil, en particulier... Oui, enfin, bon, attendez, ça crée un éclatement quand même, on va dire, dans le personnel politique, y compris de gauche. Vous avez beaucoup de gens de gauche, y compris de la SFI qui sont dans le gouvernement, qui rejoignent le gouvernement du général de Gaulle. Donc ça crée des clivages, bien entendu, à gauche. On avance dans le temps, il y a la révision constitutionnelle. Je me permets juste une petite version comme ça. Je veux dire, Mitterrand, l'ambitieux, Mitterrand, l'homme pressé, Mitterrand, l'homme de pouvoir, Mitterrand, etc. Je veux dire, franchement, c'était peut-être pas la meilleure situation qu'il prenait en faisant ce choix. Ça aurait été tellement plus simple d'aller au gouvernement avec Guy Mollet, avec les autres, etc. Même si justement, il n'a pas fait ce choix. Même si, par définition, il faut faire attention en histoire. L'acteur sur le moment ne connaît pas la suite du film. Ce qui est certain, c'est que la suite du film, si je puis dire, va nous prouver qu'il en a pris pour 23 ans dans l'opposition. Il ne pouvait pas le deviner au départ, mais il a pris ce risque. Exactement. C'était plus simple de le tout de suite. Révision constitutionnelle de 62, élection du président de la République au suffrage universel. Et là, il y a en 62-63 un livre qui sort. On aurait presque pu montrer la couverture. Ça s'appelle Le coup d'État permanent. Et ça passe encore aujourd'hui, avec près de 65 ans de décalage, comme une des analyses les plus fines, les plus acérées des institutions et de la pratique des institutions qui va être celle du général de Gaulle à partir de 62. François Mitterrand, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il est un de ceux qui se positionnent comme le principal opposant au général de Gaulle au début des années 60 ? Alors, il y a le retour du général de Gaulle, il y a les interrogations dont on a parlé, et qui se confirment j'allais dire, dans le mauvais sens, hein, si on prend les choses vues par François Mitterrand. C'est-à-dire qu'en effet, il y a le projet de constitution qui est soumis à référendum, où on voit que la place qui est réservée à l'exécutif par rapport au législatif crée quand même des distorsions qu'il faut analyser. Et tout ceci, donc, dans ce référendum, toute une partie de cette classe politique appelle à voter non. Ah, ça, c'est au référendum de 62. Non, sur la Constitution. Ah oui, 58. 58. Donc là, ils sont très minoritaires. Ah oui, ils sont très minoritaires. Le non l'emporte à 80%. Le oui l'emporte à 80%. Le oui l'emporte à 80%, mais le non est représenté par les quelques personnages dont je vous parle. Donc ils se situent déjà, ils apparaissent déjà comme des opposants irréductibles. Tout à fait. De Gaulle. Mais bon, voilà quoi. Il y a le Parti communiste quand même, qui représente à l'époque entre 20 et 25% des suffrages. Ça, c'est un bloc insécable qui est contre les institutions. On en est là. Ouais. Et l'évolution voulue par le général de Gaulle derrière, qui veut faire un nouveau référendum pour modifier le mode d'élection du président de la République, donc au suffrage universel,
référendum toujours assorti d'ailleurs d'un certain nombre de considérations qui fait qu'on s'interroge si ça ne ressemble pas plutôt à des plébiscites. Oui. C'est-à-dire qu'on en est plutôt Oui. à une version Napoléon III, quoi. Si le oui, dit le général de Gaulle en octobre 62 pour le référendum sur le changement de mode de scrutin, si le oui n'a pas une majorité suffisante, en se gardant bien de préciser le montant, si je puis dire, j'en tirerai les conséquences et j'estimerai que je suis désavoué. Au final, on est à 62% des suffrages exprimés. Oui, alors ça peut s'appeler un plébiscite. Ça ressemble fort, je vous dis, à la pratique napoléonienne. Napoléon III. Hein. Bon. Un petit peu Napoléon Ier. Et donc, ce qui était, je veux dire, une crainte, une hypothèse, mais une crainte en 58 devient quand même un peu plus probant en 62, et ce référendum passe très largement, comme vous le dites, et suscite justement une analyse avec maintenant presque 4 ans de recul sur le pouvoir gaulliste qui justifie l'écriture du livre qui s'appelle Le coup d'État permanent. Pendant ce temps, je vais dire, d'autres personnels politiques de la gauche participaient au pouvoir du général. Donc à gauche, il y a eu peu de voix pour entonner ce genre de propos et donc de construire un discours politique sur ce refus d'une évolution des institutions qui n'était pas forcément la plus républicaine qui soit. Mais en tout cas, le référendum est adopté, donc maintenant on n'en parle plus, entre guillemets, maintenant on fait avec. Bon. Est-ce qu'à votre avis, François Mitterrand, tout en écrivant le coup d'État permanent, donc cette critique qu'on pourrait dire au rasoir des institutions et de la pratique, surtout des institutions, est-ce qu'à votre avis, il a dans la tête, dans un coin de sa tête, c'est compliqué, l'idée selon laquelle il pourrait éventuellement un jour se présenter à la présidentielle? Alors nous sommes en 62, et on va se dire les choses franchement, François Mitterrand est détesté dans la vie politique nationale, y compris à gauche. Oui. On lui reproche l'Algérie, on lui reproche d'ailleurs d'une façon très contradictoire. Tantôt, disons qu'il a une certaine capacité à agréger les critiques. Oui, mais ça c'est clair. C'est-à-dire que quand on lit les critiques, ce qui mériterait quand même un travail d'historien un peu approfondi et pas rester aux images, pour les uns c'est un bradeur des colonies, pour les autres c'est un colonialiste avéré, donc il y a quand même franchement une vérité au milieu quand même. On lui reproche des phrases soit qu'il a prononcées mais qui étaient la réplique presque mot pour mot de ce que tenait Mendès France en 1954 sur le thème l'Algérie c'est la France. Sûr. Donc si on le reproche à François Mitterrand, il faut le reprocher à son Premier ministre de l'époque qui était Pierre Mendès France. Dont il était ministre de l'Intérieur. Voilà, mais à 10 minutes près, à la même tribune du même Parlement, ils tiennent les mêmes propos. Et le journal officiel, d'ailleurs, marque applaudissements sur tous les bancs. Donc c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, on peut réécrire l'histoire. Mais enfin, dans le contexte, c'était ça. Et on lui reproche surtout, en 1956, de ne pas avoir démissionné du gouvernement Mollet au moment où celui-ci prenait un virage sur lequel il n'avait pas été élu. Là, Mendès France, lui, il a démissionné de ce gouvernement, comme Alain Savary, mais pas François Mitterrand. Mais là, on lui fait tenir des propos qu'il n'a jamais tenus. Par exemple, la seule négociation, c'est la guerre. C'est une phrase qu'on retrouve tout le temps. Or, je vous défie, vous êtes suffisamment politologue, expert en politique, en analyse, en commentaire, en recherche, en histoire, etc. Je vous mets au défi de trouver cette phrase. Même Benjamin Stora a avoué, après l'avoir utilisé 30 ans au détriment de François Mitterrand, qu'il ne l'avait jamais trouvé nulle part. Donc on ne va pas réécrire cette histoire. C'est important ce que vous dites, Gilbert, parce que ça dénote bien, j'allais dire, le regard non seulement de la classe politique, mais des observateurs, et puis globalement, on peut dire peut-être d'une majorité de Français, sur un François Mitterrand qui a une certaine capacité à
prendre le jus, comme on dit, au sens de oui, prendre la foudre. Quoi. Oui, oui, Hein, il ne laisse pas insensible. Voilà, voilà. On l'aime, on le déteste, mais on n'a pas... Alors, j'en reviens à ma question, parce que l'analyse du coup d'état permanent est tellement franchement subtile. Que quand il écrit ce livre, il l'écrit pour poser un acte je veux dire il prend date. Il prend date, je veux dire, il ne sait pas encore pourquoi, parce qu'il n'est pas du tout en situation, et la classe politique ne pense absolument pas à lui pour en être un porteur d'espérance, de quoi que ce soit. D'autant, si je puis dire, alors il va y avoir d'ailleurs des épisodes assez cocasses, y compris Monsieur X, Gaston Defer, maire de Marseille, 63-64, une pure invention de Jean Ferniaud et de JJSS et de François Giroud. Mais il faut se rappeler quand même, parce que je crois que les gens qui nous regardent n'ont peut-être pas ça en tête, que en 65, l'année même de la présidentielle, la première édition qui a lieu à la fin de l'année, novembre-décembre, une partie de la gauche se dit, mais pourquoi prendrions-nous pas le grand biologiste Jean Rostand comme candidat C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cécité psychique et politique. Tout sauf Mitterrand à l'époque aussi. Je veux dire, tout sauf Mitterrand. Pas Antoine Pinet. Oui, TSM. C'est-à-dire qu'il y avait ça. Mais on en revient au coup d'état permanent. Il pose des jalons, il pose un regard, il pose une analyse et il dénonce un système. Bon. Donc, déjà à l'époque, certaines personnes à gauche commencent aussi à s'interroger sur le général de Gaulle. Donc, il manquait un lieu d'agrégation de tout cela. Or, François Mitterrand n'a aucun parti avec lui, il n'est pas à la SFIO, il n'est pas au Parti communiste. Il n'est pas chez les radicaux socialistes. Il n'est pas chez les radicaux socialistes. Il se voit refuser son adhésion au PSU. N'oublions pas. Par Alain Savary. Et par... pas que. Et donc, en attendant... Et Michel Rocard, qui est juste en train de monter dans les grades. C'est ce qu'on dit, voilà. Et donc, il crée lui-même une petite structure qui est plutôt un rassemblement de structures déjà existantes. Ce sont des clubs. Ça s'appelle comment ? Les clubs, ils s'appelaient le club des Jacobins, ils s'appelaient le club... il y avait plusieurs noms. Et c'était des personnes qui, dans les provinces, 10 personnes là, 15 personnes ci, voilà, créer des petits... Et la structure s'appelle, alors je vous laisse donner le nom. Alors, lui, il pense à les fédérer dans une structure qui s'appelle la Convention des institutions républicaines. Donc la Convention des institutions républicaines, c'est simplement un rassemblement de clubs qui existent, un petit nombre, mais un petit peu partout en France, et le tout constitue quand même une petite expression unique, mais très minoritaire. Alors ça, c'est important, ce nom. Ça, c'est en 63. Voilà, il faut le retenir parce que plus tard, dans l'histoire de la conquête, jusqu'en 80 et évidemment après, on emploiera cette expression X, Y, Z, Louis Mermaz, Georges Beauchamp, Georges Dayan, Charles Hernu. On dira ce sont des conventionnels. Alors, souvent, les gens ne comprennent pas. Ils se disent c'est conventionnel, mais laquelle thermidorienne, jacobine, etc. Non, ça vient de là, la Convention des institutions républicaines. C'est une espèce de rassemblement de clubs. Mais alors, les clubs les plus importants, c'était quoi, 200-300 personnes à Paris. Mais il y en avait comme ça, 10 personnes là, 15 personnes là, dans les départements, des gens qui se réunissaient pour faire une analyse de la situation, qui était plutôt en réflexition contre l'évolution des institutions. Mais de gauche, plutôt de gauche. Ah oui, plutôt quand même de gauche, bien sûr. Et oui, plutôt de gauche. Mais enfin, plutôt de gauche et plutôt... anti-gaulliste, c'est-à-dire se méfiant de l'évolution des institutions. C'est pas la personne du général de Gaulle qui était en cause, mais l'évolution du système qu'il préconisait. Donc cette convention des institutions républicaines prend encore en 63. Il est sûr que le livre Le coup d'état permanent était un lieu de reconnaissance et d'identification. Un agrégateur, on va dire. Un agrégateur. Donc en 63, on en est là. Alors il se passe l'année 64, la SFIO vit sa vie, le Parti communiste vit sa vie, les radicaux vivent leur vie, mais la gauche est éclatée, ça peut rappeler des choses. Il n'y a pas de ligne conductrice, il y a une analyse quelque part à la Convention qui est de dire, puisque maintenant nous en sommes à l'élection du président de la République au suffrage universel,
dans des conditions qu'on connaît, ce sont les mêmes, c'est-à-dire que on ne garde au deuxième tour que les deux premiers. Il est clair que s'il n'y a pas une analyse d'être présent au deuxième tour, c'est-à-dire qu'il faut être rassemblé, il faut être réuni, il ne faut pas être éparpillé pour être présent au deuxième tour, cela dégage la conception qu'il faut d'abord rassembler les socialistes, puis pour l'emporter au deuxième tour, rassembler toute la gauche. Donc l'idée de rassemblement des socialistes pour commencer, et ensuite suffisamment fort entre nous, de pouvoir aborder une discussion avec le Parti communiste pour créer les conditions d'un rassemblement de toute la gauche, cette idée est née de cette analyse que le coup d'État permanent induit, si vous voulez. Donc à la fois ce livre et l'analyse du comment aborder des élections présidentielles à l'avenir, puisqu'on en connaît les conditions qui sont celles qu'ont posées le général de Gaulle, il faut s'organiser en conséquence. Est-ce qu'il est faux de dire qu'à l'été 65, personne n'imagine, d'ailleurs dans la vie politique française, que si le général de Gaulle se représente, il puisse être battu? Non, il n'y a aucun doute. Personne n'ose d'ailleurs. Bon, je disais, la Convention crée cette réflexion. Oui. Il faut se rassembler. Mais est-ce que c'est sur cette base-là, pardon Gilbert, est-ce que c'est sur est-ce que c'est sur cette toile de fond, comme quoi c'est une élection qui est ingagnable pour la gauche, que finalement les grandes formations politiques ne veulent pas y aller, et que c'est le plus petit des dénominateurs communs qui va... tout à fait passé comme ça. Oui. Cette analyse donc que soutenait la Convention des institutions républicaines n'était pas forcément partagée par toute la gauche. Bon. À tel point que cette gauche, SFIO à l'époque, et radicale, avait plutôt tendance à nouer des contacts et des conversations avec le centre. Avec le MRP. Avec le MRP. D'où Monsieur X de faire, qui était en fait une proposition de front commun socialiste centriste. Ce qui fait qu'il n'y aurait pas eu le Canoë, mettons. Il y aurait eu une espèce d'alliance, on va dire, du centre-gauche ou du centre-droit, des démocrates chrétiens aux socialistes. Il y aurait eu qu'un candidat qui rassemblerait de la SFIO aux centristes. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a appelé la Grande Fédération. Oui. Et cette opération, pendant un an, a fait, c'était du teasing dans la presse, Monsieur X. Mais là, le Parti communiste est complètement hors du coup. Il n'est pas dans le coup encore là. Il n'est pas dans le coup. Lui, il est... bon. Il faut d'abord rassembler, on va dire, avant d'eux. Bon. Mais le avant d'eux, c'était pas dans la stratégie de la Grande Fédération de la gauche. C'était faire sans les communistes. C'est ça. Voilà. Donc l'opération Monsieur X a débouché sur Gaston Defferre. Donc pendant un an, on a à peu près peint le tableau du candidat idéal, sans dire que ce serait... Avec cette une célèbre de l'Express, du nombre noir avec un chapeau. Mais quand on lit les conditions du candidat idéal, c'était tout sauf François Mitterrand. Donc il se trouve que c'était Gaston Defferre qui... Expliquez-nous, parce qu'il faut qu'on avance. Comment tout d'un coup François Mitterrand, une fois encore, j'allais dire, de marginaliser dans une sorte de refus un peu collectif, réussit à passer du dénominateur commun de l'hostilité au dénominateur commun de la candidature? Parce que c'est un magicien, cet homme-là. Ça peut l'être, mais enfin, je veux dire, il a été très aidé aussi. Parce que cette grande fédération de la gauche qui a réuni pendant des mois et des mois des discussions, des pourparlers entre les socialistes, on va dire la SFIO, les radicaux et le centre, s'est terminé par un constat de désaccord. Bon, donc à partir du moment où au mois de juin, 65, c'est-à-dire 6 mois avant la présidentielle. À peine 6 mois avant les présidentielles, tout d'un coup, paf, ça retombe dans le vide. Il y a un vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Puisque la tentative de faire a échoué. Bon, il y a un grand vide qui ne demandait qu'à être comblé. Bon. Donc, il se trouve que la SFIO considère qu'elle n'a pas forcément le meilleur candidat en la personne de Guy Mollet. Le Parti communiste
Sort du torésisme. Hein. Oui, mais il n'avait pas forcément envie de se compter dans une élection dont on savait à l'avance qu'elle était perdue et qu'elle était même biaisée, puisque la personnalité du général de Gaulle écrasait tout, quoi. Donc tous les partis avaient peur que la seule personnalité du général de Gaulle fasse qu'il y ait un effondrement, quoi, des suffrages électoraux en leur faveur. Donc personne n'avait de candidat idéal, ni d'envie de se compter, donc il y avait un vide dans une élection perdue d'avance. D'où une candidature, effectivement, qui se déclenche à partir de septembre. C'est à ce moment-là que François Mitterrand, qui avait continué... Quand on va voir la fiche... Pour parler, qui avait continué, c'est pour parler avec la SFIO, avec le Parti communiste, etc. Je veux dire, pourquoi pas lui à ce moment-là? Mais ça s'est posé qu'après l'échec de la Grande Fédération. Alors, on voit cette affiche-là, parce qu'elle est tout à fait remarquable. Vous voyez un peu l'évolution de la communication politique, cher Gilbert. De la communication politique. Un président jeune, bon, on a compris le clin d'œil, par rapport au général de Gaulle, qui en 65 a 75 ans, pour une France moderne, avec un pylône à haute tension d'électrique, des cheminées d'usine derrière, et puis surtout, ce qui apparaît incroyable, voter pour le candidat unique de la gauche. Voilà. Et là, c'est tout à fait donc étonnant. On est dans un cas de figure où il y a un grand vide, quoi, à partir de juin 69, où les partis politiques n'ont pas envie de se compter dans une élection où ils savent que les scores seront biaisés parce que la personnalité du général de Gaulle est écrasante. Il y a quelqu'un, Mitterrand, qui avait déjà engagé des pourparlers sur le thème « Il faut nous rassembler, il faut présenter une candidature unique, sinon on ne sera pas présent au deuxième tour, etc. » Bon, dans le paysage de l'époque, pourquoi pas? De toute façon, il va se prendre une patouille. Ça n'engagera personne, puisqu'il n'est pas de la SFIO, puisqu'il n'est pas du Parti communiste. Il va se prendre une gamelle. En termes de réassurance, on comprend qu'il y a grande formation. Autant qu'il se grille tout seul, il ne nous grille pas avec, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, l'idée de candidat unique de la gauche fait son chemin. Et donc, il se présente en septembre, je crois, il déclare en septembre, dans ces conditions, ayant reçu donc l'accord des principales personnalités de gauche, pour que personne d'autre candidat se présente à gauche. Alors, Mendès France, en déclinant sa propre candidature pour X, Y raison, mais François, allez-y, moi je n'irai pas. Bon. Cela dit, les communistes, c'est pas trop ma tasse de thé. Bon, très bien. Guy Mollet qui dit, moi je veux pas engager la SFIO dans un résultat qui sera très aléatoire, je voudrais pas afficher un score trop minable, donc pourquoi pas François Mitterrand qu'il y aille, et on va le soutenir, mais en même temps qu'il le soutienne, il démarche M. Pinet pour être candidat. Donc, vous voyez, c'est pas... bon. Et le Parti communiste, lui, qui n'avait pas envie de se compter non plus, a plutôt été d'emblée d'accord pour que ce soit François Mitterrand, à peu près pour les mêmes... il ne gagnera pas, mais il n'emportera pas le Parti communiste dans sa défaite, quoi. Bon. Donc, allons-y pour lui. Donc, si vous voulez, François Mitterrand se retrouve avec l'assentiment de l'ensemble des forces de gauche pour être le candidat unique. J'allais pas dire leur candidat, mais le candidat commun qui ne mangeait pas de pain, quoi. Alors c'est très intéressant parce que ces explications, cher Gilbert, montrent que ce qui va se reproduire en 1974, avec apparemment le même résultat, c'est-à-dire un candidat... C'était plus construit, là, un candidat à nouveau unique de la gauche, à comme on dit, des prolégomènes qui sont complètement différents. Complètement différents. Le résultat est le même, mais entre-temps, il y a eu l'expérience de 69 qui montrait que dans la division, on perdait... Exactement. Il faut rappeler quand même qu'en 69, le candidat du Parti communiste fait 20%, il s'appelle Jacques Duclos. Les deux candidats de droite et de centre-droit, Georges Pompidou et Alain Poher, sont en tête. C'est eux qui vont être les finalistes. Déjà, faute d'union, la gauche
est hors jeu. Vous pouvez même dire, hein, vous avez dit le score du PC 20%, si c'est même pas un peu plus. Hein, oui, c'est près de 21, oui. Oui. Et Gaston Defferre fait 5,1%. Gaston Defferre fait 5,1% et Michel Rocard fait 3,8%. Exactement. Donc la gauche... la gauche non communiste, elle est littéralement explosée. Elle est à 9%. Quoi. Donc ça nous permet de franchir... Attendez, on en revient à l'affiche. Oui, il faut qu'on avance. On est en 65. Oui. C'est la France industrielle. La France qui touche les dividendes de la reconstruction. Mais oui, donc on est dans une France industrielle. Donc on comprend bien pourquoi les usines, etc. François Mitterrand s'adresse aux ouvriers, aux salariés. Donc c'est essentiellement ce paysage-là qu'ils ont sous les yeux. Le pylône avec EDF, c'est le service public. C'est quand même un signe comme quoi dans l'industrie, le service public a son... Et voilà, ça changera plus tard, en effet. Oui, bien sûr. Il ne s'agit surtout pas de s'abuser à regarder cette image à l'aune de critères d'aujourd'hui, encore une fois. Alors, on va avancer volontairement d'un grand pas. On va voir une photo maintenant qui montre 3 personnalités. C'est une photo qui a été prise dans la période des années 70, après la signature de ce qu'on appelle le programme commun de l'Union de la gauche. Et quand je parlais de prolégomènes complètement différents par rapport à 65, là, d'une part, François Mitterrand prend la tête d'un parti qui s'appelle le Parti de l'Unité des Socialistes, au Congrès de l'Unité des Socialistes, congrès d'Épinay-sur-Seine, juin 71. C'est là que, et d'une certaine façon, refondé le PS, disparition antérieurement de la SFIO et du nouveau Parti socialiste au congrès de 69 d'Alfortville, et le congrès d'Épinay, 71. Là, François Mitterrand devient le premier secrétaire national du Parti socialiste. Et en 72, il signe avec une partie des radicaux qui s'appellera le MRG, Mouvement des radicaux de gauche, dont sur la photo, si on revoit l'image, le président est un dénommé Robert Fabre. Je pense que c'était le PRG, le Parti radical. C'est après le PRG, Gilbert. Le PRG, c'est après le MRG. Le MRG d'abord, avec Robert Fabre, Maurice Faure, qui est une des figures de ce parti, et puis Michel Crépeau, le maire de La Rochelle. Ça, c'est un petit morceau de ce qu'on appelle les radicaux. La majorité va s'appeler les Valoisiens, parce qu'il reste rue de Valois. Et puis le monsieur à droite de la photo, avec ce visage tout à fait décidé, il s'appelle Georges Marchais, c'est le patron du Parti communiste, dont je rappelle qu'il pesait encore, en termes électoraux, 1/5 des exprimés 2 ans plus tôt, en 69. Et au milieu, un François Mitterrand, qui est, depuis sa prise de contrôle du parti au congrès d'Épinay, le représentant, le grand responsable de ce parti socialiste totalement rénové, qui dans les années 70 va voler de victoire en victoire et surtout rassembler une génération entière, qu'on appellera d'ailleurs les Sabras, par analogie avec les jeunes qui ont fondé Israël, qui vont, eux, adhérer après 71. Qu'est-ce qui se passe en 74 ? Alors, on comprend bien 74, si on reprend, je vais aller vite, les étapes, mais on était en 65. Cette candidature, j'allais dire de témoignage, j'allais presque même dire de délestage, mais sur une idée qui avait été développée par la Convention et qui est donc de rassembler les socialistes pour ensuite rassembler toute la gauche. Pas avant. On est d'abord entre socialistes suffisamment forts pour pouvoir engager des pourparlers avec le PC qui était très fort. Donc cette démarche-là, elle montre que quand on est candidat unique de la gauche, il y a une aspiration du peuple. L'électorat de gauche se reconnaît dans cette démarche. Donc en 65, la surprise, c'est que la gauche est au 2e tour. Et non seulement elle est au 2e tour, mais elle fait 45% au 2e tour. Donc on ne peut pas laisser tomber ça comme ça. Ce qui veut dire que très vite, pour se structurer derrière, se crée la Fédération de la gauche démocrate et socialiste que présente François Mitterrand, qui rassemble donc la SFIO, la Convention des institutions républicaines, des radicaux, peut-être... enfin, ça fait des clubs. Et cette Fédération de la gauche, qui est donc quand même l'embryon, c'est une fédération, c'est pas encore une fusion, c'est une fédération qui quand même montre que les socialistes se rassemblent
ont un grand succès aux législatives de 1967, où la majorité gaulliste ne reste majoritaire à l'Assemblée que de 1 ou 2 sièges. Donc la dynamique du rassemblement de la gauche non communiste, mais dans des alliances électorales ensuite, électorales uniquement, de désistement préférentiel au deuxième tour, montre que c'est une dynamique qui monte en puissance et qui gagne. Donc ça veut dire que le peuple de gauche suit. Bon, 67. Alors, on va, non pas qu'on ne veuille pas parler du sujet, mais pour ne pas perdre... on saute 68. 68 vient compliquer tout ça. Ouais, on saute, et on arrive à 71. On arrive en 69, oui, 69 où là, il y a des présidentielles, où la gauche y va en total éclatement. Tout à fait. Et elle n'est pas présente au deuxième tour. Et vous avez rappelé les chiffres de la gauche non communiste, qu'on l'appelait comme ça, qui était catastrophique. Donc, ça fait réfléchir, quoi. On voit une stratégie d'union qui marche, plutôt qui progresse, et on voit une stratégie de division qui porte malheureusement dans les abîmes. Donc, en 70, la SFIO elle-même, la SFIO, François Mitterrand n'y est pas. La SFIO prend elle-même l'idée de pouvoir créer un lieu de rassemblement et donc se transforme en nouveau parti socialiste, le NPS. Alain Savary c'est Alain Savary qui prend la succession de Guy Mollet. C'était le successeur de Guy Mollet, choisi par Guy Mollet. C'était pas une rupture avec Guy Mollet. C'était bon. Ça dure 2 ans. Oui, mais ce nouveau parti socialiste n'était pas sur des bases d'alliance programmatique avec le Parti communiste. Oui. Donc c'est pourquoi la Convention n'a pas voulu adhérer à ce congrès de 69. Juin 69. Bon, et c'est au congrès suivant, donc, du nouveau Parti socialiste à Épinay, puisque c'est tous les 2 ans les congrès, que là, la Convention accepte de rejoindre ce mouvement pour créer tous ensemble le Parti socialiste. Et la Convention arrive comme pièce manquante. L'emporte sur la tonalité de programme des socialistes pour engager ensuite des négociations sur un programme commun avec le Parti communiste. Tout le monde n'était pas sur cette ligne. Non. Bon. Mais le Parti socialiste d'Épinay a adopté cette ligne grâce à ceux qui, au sein de la SFIO, c'est-à-dire d'un côté à droite plutôt Pierre Mauroy, et de l'autre Chevènement. Absolument. Le CRS et le CEPED. Et la Convention a fait l'appoint. C'est un peu la clé de voûte, d'ailleurs. C'est la clé de voûte qui fait que Mitterrand est passé vers la ligne. La ligne est passée avec 51% contre 49% à Épinay. Mais pardon Gilbert, mais quand on écoute les discours de François Mitterrand, en particulier à la tribune du congrès d'Épinay, je vais le dire avec des termes d'aujourd'hui, il en fait des tonnes. Celui qui n'est pas socialiste, qui n'entend pas rompre avec le capitalisme, celui-là on dira qu'il n'est pas... Donc il se positionne très à gauche, il y a ce mot cruel, paraît-il, apocryphe ou pas, de Guy Mollet. Mitterrand n'est pas devenu socialiste, il a juste appris à le parler. Guy Mollet, il est sur la ligne contraire, il ne va pas dire du bien de Gilbert. De François. Toujours est-il que le programme commun, finalement, il est signé en 72, et ça, c'est un sacré événement. Le congrès d'Épinay donne cette majorité de l'alliance, donc de l'union de la gauche sur une programmatique. Guy Mollet n'était pas contre un rapprochement avec le Parti communiste, mais après avoir expurgé les conflits idéologiques, qui dataient de 1920. Donc on y serait peut-être encore. Du congrès de Tours. Donc du congrès de Tours. Donc là, François Mitterrand disait, il ne s'agit pas de nous confondre avec le Parti communiste. Il s'agit pas il s'agit pour un contrat de législature de 5 ans de pouvoir passer à un accord. De gouvernement. Je me permets de vous interrompre, Gilbert, parce que cette histoire d'alliance avec les communistes, vous dites, ça renvoie peut-être au congrès de Tours, c'est quand même pas rien, parce que c'est la première fois en Europe qu'un parti de l'internationale socialiste, la deuxième internationale, dans ces années-là, dans les années 1970, ose faire alliance avec
le parti communiste qui est encore considéré comme le parti des bolcheviks. Bon, on est d'accord. C'est la première fois tout simplement parce que dans les pays du Nord, de la social-démocratie du Nord, soit la Constitution, soit les constitutions interdisent les partis communistes, donc c'est clair, soit ils représentent 5%, 3%, 2%. Donc les questions d'alliance avec eux ne se posent pas, elles ne sont pas nécessaires. En France, vu les circonstances françaises, ou du moins même de l'Europe du Sud, s'il n'y a pas d'alliance avec le Parti communiste, cela condamne la gauche à ne jamais accéder au pouvoir. Donc ça veut dire qu'on laisse la droite au pouvoir. C'est tout. Voilà. Donc si la question se pose de l'alliance avec le Parti communiste, c'est parce que nous représentons des intérêts dans la classe laborieuse, ouvrière et autres, qui fait qu'en ne s'unissant pas, on ne permettra jamais à ces catégories d'accéder au pouvoir. Bon. J'avance parce qu'il nous reste un quart d'heure. Mais en avançant, faut pas trop édulcorer nous avançons choses. ensemble, on débroussaille, si je puis dire, Donc, dans ce chemin compliqué de la victoire du 10 mai. Non, alors à Épinay, la ligne l'emporte avec 51 contre 49, pour dire que c'est pas écrit. Quand on connaît la fin du film, c'est facile de réécrire. Non, c'est un combat. Bon. Là, on commence par écrire le programme socialiste. Et c'est une fois qu'on a écrit le programme socialiste, en 72, que sur cette base-là, on entame des discussions avec le Parti communiste pour un programme commun de législature pendant 5 ans. D'union de la gauche, c'est l'expression. Programme commun d'union de la gauche. Voilà. Donc pendant 5 ans, si on est appelé à gouverner après les législatives de 73, si on est appelé à gouverner, qu'est-ce qu'on propose en français qu'on puisse faire ensemble pour 5 ans? Donc dénationalisation. C'est le programme. Voilà. Et puis patatras, 2 avril 74, 22h, les Français sont devant leur téléviseur, ils regardent un film et les dossiers d'écran. Cette élection arrive un petit peu trop tôt et c'est malheureux pour Georges Pompidou puisqu'il décède, mais normalement les élections présidentielles auraient dû avoir lieu en 76. Là, elles ont lieu en 74. Le programme commun et cette ligne, cette stratégie... L'encre est à peine sèche. Elle n'a qu'un an derrière elle n'est pas encore complètement explicitée, etc. Ça arrive un petit peu tôt et dans ce contexte-là... On voit deux photos qu'on a rapprochées l'une et l'autre. Ce sont les deux débats. Le fameux premier débat télévisé entre les deux candidats finalistes du deuxième tour, Valéry Giscard d'Estaing sur la gauche de la photo en noir et blanc et François Mitterrand à droite, c'est 74. Et puis, j'allais dire le match retour, 81. Les positions ont changé. Et juste une question, votre papa, François Mitterrand, qui échoue de très peu le soir du deuxième tour de 74, c'est 49%, un peu plus de 49%. Je crois qu'il y a 300 000 voix d'écart. Il y a 300, 400 000, oui. Il est très abattu ou il dit c'est pas passé, ça sera pour la prochaine fois. Il est pas abattu, il est déçu parce que d'abord la dynamique faisait qu'on pouvait peut-être imaginer une victoire, mais elle venait trop tôt, on le savait. Donc les sondages, tout ça montrait qu'on était un petit peu derrière, mais bon, on ne sait jamais. Il était surtout déçu parce qu'il se sentait en pleine possession, j'allais dire, prêt à pouvoir gouverner. Et donc, parce que là, il a 58 ans. En 74, il est de 16, oui, c'est ça. Quoi. Donc il se sentait tout à fait... au milieu de sa forme. En pleine forme, voilà. Et puis... il n'est pas rentré dans l'histoire de ces 300-400 000 voix. Dont on dit que la différence s'est faite dans les Drômes. Dans les différences s'est fait. Écoutez, en tout cas, sur la France métropole, la gauche était majoritaire. C'est ça. Donc dans les Outre-mer... Enfin, il n'a jamais contesté le résultat. Il ne l'a jamais contesté. Bon, on pouvait trouver étonnant qu'aux Comores, par exemple... Giscard qui faisait 15% au premier tour en face 75% au deuxième tour. D'autant que les Comores à l'époque étaient encore ensemble et c'était pas simplement Mayotte. Je peux en parler parce que moi j'étais entre les deux tours envoyé comme observateur. Pas comme observateur, pour animer la campagne, tenir des meetings, etc. en Guadeloupe et Martinique. Et le drame, c'est que ils votent avec 6 heures de retard par rapport à la France, à la métropole, pardon. Donc, je connaissais les résultats en métropole.
Je ne pouvais pas dire aux gens, bon, vous allez voter, mais je crois qu'on a perdu. Ou alors, il fallait leur dire, au contraire, allez tous voter parce que c'est pas nous qui... Bref, en attendant, ça a été perdu. De peu, mais perdu. Et je crois que non, son réflexe, c'est qu'il a très vite analysé qui avait voté quoi. Et souvenez-vous de ce discours quand il dit « Parce que vous êtes les forces de la jeunesse, de la création, et votre victoire sera inéluctable. » Alors, j'avance encore, pardon, je suis obligé encore de tailler dans le temps. Ce qu'on a appelé l'actualisation du programme commun de l'Union de la gauche en septembre 1977, après ce qui a été une succession de victoires assez incroyables dans des municipalités, en particulier dans des villes de l'ouest de la France, en mars 1977 au municipal. Cette actualisation du programme commun de l'Union de la gauche, cette actualisation du programme commun de l'Union de la gauche, elle va se fracasser à l'automne 1977 de la part du Parti communiste sur une volonté de rompre en quelque sorte l'Union de la gauche. Et là, est-ce que votre papa se dit, oh là là, plus d'Union de la gauche et toute la stratégie qui part un peu en vrille? Non, il le savait. Il savait. Moi, je me souviens de repas à la maison où il y avait des analystes, des historiens, dont Philippe Robrieux, qui était un ancien du Parti communiste et qui avait annoncé dès 1974 à François Mitterrand que cette dynamique d'union de la gauche qui ne profitait qu'au Parti socialiste allait trouver très vite sa limite et que le Parti communiste trouverait forcément des prétextes pour interrompre cette dynamique de programme commun qui ne joue qu'en faveur des socialistes. Bon. Donc je vous rappelle que le programme commun, il était pour une législature 73-78. Là, quand on parle de réactualisation du programme commun, c'est pour la période 78-83. Voilà. Donc le Parti communiste ne voulait plus de cette démarche. Bon, François Mitterrand le savait, l'avait deviné, et il avait dit, ce qui compte, c'est que le peuple de France, lui, veut cette union. Donc je serai unitaire pour deux, puisque le Parti communiste ne veut plus l'être. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à nous rabattre les oreilles sur la remise en cause des appareils politiques, etc. Là, François Mitterrand, tout en étant persuadé de l'importance des partis politiques, il sait aussi que la présidentielle, c'est la rencontre entre un peuple mais là, on n'est pas au présidentiel encore. On n'en est qu'aux législatives de 78. On n'est pas encore au présidentiel de 80. Lui, il constate qu'en 74, la dynamique de l'Union a fait que la gauche est venue mourir à quelques centaines de milliers de voix, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Il voit qu'en 76, les cantonales, c'est un raz-de-marée socialiste dans le cadre de l'Union de la gauche. C'est un raz-de-marée socialiste qui se fait au détriment de la droite, mais qui se fait aussi au détriment du PC. Bon. Il voit qu'en 77 au municipal, c'est un raz-de-marée socialiste qui se fait au détriment de la droite, mais aussi au détriment du PC. Donc en 78, quand le PC ne veut plus du programme commun, parce qu'il a compris qu'il... Bon, et rond, François Mitterrand, lui, il a compris de son côté que l'union de la gauche, ça parlait au peuple de gauche. N'empêche que les élections législatives... Donc, je vous répète, puisque le PC n'en veut plus, moi j'en veux pour deux. Sauf qu'en 78, ça ne fonctionne pas. En 78, ce sont des législatives. Ces législatives envoient d'ailleurs, la gauche est majoritaire en France. C'est le découpage électoral qui en circonscription fait qu'on ne l'est pas. Et c'est surtout parce que dans un certain nombre de circonscriptions, dont celle de Libourne d'ailleurs. Justement, on va voir une image là. C'est ça. On va dire que le report du PC au deuxième tour sur le PS... C'est moyennement bien fait. C'est moyennement bien fait. Voilà. Alors on voit l'image là, parce que c'est une image assez émouvante. Vous avez de magnifiques bacchantes, Gilbert. Mais oui. Un petit peu comme un militant sud-américain. Voilà. Et vous êtes derrière votre père, qui est premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand. À l'affiche derrière, on voit pour le changement voter Pierre Lard, qui était un maire important, on va dire, de Sainte-Foy-la-Grande, sur la circonscription de Gironde, dont le député sortant est un ministre important qui s'appelle Robert Boulin. Le pauvre Robert Boulin va
va décéder à la fin du mois d'octobre 79. Et donc là, vous êtes le suppléant de Pierre Lard, et vous écoutez votre papa qui est au micro. Et on voit le point et la rose emblématique. C'est les élections législatives de 78. D'une certaine façon, certains au singulier s'employaient à le dire lors de la soirée électorale du deuxième tour, c'est encore une occasion perdue. C'est pas certain, c'est Michel Rocard, vous pouvez le citer quand même. Je préfère que vous le disiez, Gilbert. Je vous ai juste tendu la perche. Toujours est-il que on arrive quand même, parce que je voudrais qu'on termine là-dessus, parce qu'on a prévu à la toute fin d'évoquer quand même ce discours dont j'ai parlé au début de notre entretien du 17 janvier 95. On arrive à ce parcours étonnant qui aboutit à cette fameuse affiche de Jacques Séguéla. Oui. Vous voulez commenter peut-être la photo? Alors, avec je vais dans l'ordre anticipé un peu télégraphique, puisque le temps manque. Donc en 78, c'est Pierre Lard, le candidat pour le Parti socialiste. Pierre Lard l'avait déjà été aux élections de 67, 68, 73, mais retiré au niveau national pour laisser cette circonscription aux radicaux de gauche. Oui. Bon. Donc cette fois-ci, cette circonscription ne serait pas concédée aux radicaux de gauche, et donc c'était bien le tour de Pierre Lard, qui avait été le candidat désigné, mais retiré déjà depuis 3 législatures. C'était naturellement et légitimement lui qui devait représenter le PS. Il m'a demandé d'être son suppléant, parce que moi j'étais déjà à Libourne depuis 2 ans, et que j'avais fait acte de présence sur le terrain. Donc il m'a demandé d'être son suppléant, ce que j'ai accepté très volontiers. Donc on est là dans ce contexte-là, et François Mitterrand vient nous soutenir. Donc on est là. Et 3 ans plus tard. On est en 78. Et 3 ans plus tard, je me suis trompé dans la légende. C'est pas l'inversion du binôme, mais c'est vous qui êtes le député en titre, avec comme suppléant Henri Barrière en 81. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Il se trouve que, comme vous le dites, Robert Boulin est décédé en 79. François Mitterrand a été élu président de la République en 81. Je veux dire, j'avais du mal à dire non si je voulais pas y aller, quoi. Donc j'ai été candidat à ce moment-là, et j'avais pour suppléant Henri Barrière, qui était un adjoint à la de Pierre Lard à Sainte-Foy-la-Grande, de Pierre Lard. Est-ce qu'on peut dire un mot de la campagne de 81? Cette affiche, elle est quand même incroyable. Alors, la force tranquille. Oui, alors là, vous voyez, c'est très différent de celle de 65. Parce que là, on est en paysage rural. Donc, tout d'un coup, c'est un petit village de la Nièvre. Hein. C'est le petit village de Sermage, dans la Nièvre. Dont on dit que le clocher a été raccourci. Il a été retouché. Mais à l'époque, c'est au pinceau, on n'est pas sur Photoshop. Hein. Non, mais le clocher, celui qu'on peut voir encore, est plus haut que nettement plus haut. Oui. Je n'ai pas d'explication. Je veux dire. Il y en a qui ont donné des explications. J'imagine, sûrement. Mais là, on est dans la Nièvre. Oui. On est dans la Nièvre, là. C'est un petit village de la Nièvre. C'est la terre d'élection de votre papa. Hein. Non seulement la terre d'élection, certes, mais c'est dans la Nièvre que depuis les années 63 ou 2, il pratique l'union de la gauche là-bas. Oui. À la tête du département. Nièvre a été un laboratoire de plein de choses, de la pratique de l'union de la gauche, et les communistes le savaient. François Mitterrand était un interlocuteur fiable. Tout à fait. Donc n'oublions pas ce détail. Donc là, c'est un petit village, c'est pas uniquement le clocher de l'église qui doit faire fantasmer. C'est en effet dans la ruralité, et non plus la France industrieuse de 65. C'est dans la ruralité, c'est un petit village de la Nièvre, terre électorale de François Mitterrand, qui, sur place, depuis déjà 15 ans, ou à peu près, pratique l'union de la gauche. Alors, juste un mot, cette expression, la force tranquille, c'est pas de Jacques Séguéla. Dans une interview lors de la soirée électorale du deuxième tour des municipales de 77, François Mitterrand répond à des questions de Jean-Pierre Elkabbach qui est à Paris. Lui, d'ailleurs, est dans la Nièvre. Oui. Il est à Château-Chinon. Et il commente les résultats des municipales dont on a dit que c'était un raz-de-marée de gauche. Et il dit cette force tranquille qui vient. Donc cette expression, elle est dans la bouche de François Mitterrand en 77. Un mot sur le discours de Strasbourg, 17 janvier, parce que je vous ai promis qu'on allait finir là-dessus. Oui. Je l'ai réécouté, j'invite y compris les plus jeunes à écouter, c'est sur Internet, à lire ce texte qui est sur les archives de l'Élysée. C'est un très très beau texte, très émouvant. Et je retiens
quelque chose par rapport à la fameuse phrase « le nationalisme, c'est la guerre ». François Mitterrand dit ceci, il dit « pour réussir à faire l'Europe, il faut que l'on réussisse à lutter contre nos propres préjugés ». Et oui, on a tous des préjugés. Oui, ça, il le dit. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours? Moi, ce discours, d'abord, c'est un des derniers. C'est pas le dernier, c'est un des derniers, puisqu'on est en janvier 95, et c'est au moment où la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. De l'Union européenne. Donc la France présente son programme. À cette occasion, donc elle dit quelles sont ses priorités. Donc c'est intéressant à voir parce que quand on voit les priorités d'aujourd'hui, on se voit à quel point c'est d'actualité, c'est prémonitoire. Et tout cela s'appuie sur un outil qui existe, qui s'appelait le traité, qui s'appelle toujours le traité de Maastricht. Et donc les potentialités de ce traité, s'il avait été mis en application tel que ceux qui l'ont signé l'avaient imaginé, peut-être que certaines questions qu'on se pose aujourd'hui ne se poseraient pas de la même façon. En particulier sur la problématique élargissement, approfondissement. Alors, la vraie problématique entre l'élargissement et l'approfondissement, donc François Mitterrand dans ce discours dit tout ce qu'il ne souhaite pas. Il s'en va 4 mois plus tard, n'oubliez pas. Donc c'est vraiment à ses successeurs qu'il parle. Bon, ils n'ont pas dû bien tout à fait lire le discours en question parce que manifestement on a fait un petit peu l'inverse. Mais voilà, c'est d'une part. Ensuite, à quel point son credo et les pistes qu'il donne pour l'Europe sociale. Et parce qu'il ne peut pas y avoir d'économique sans social, sinon il n'y aura pas d'adhésion des citoyens. Donc tout son appel à l'adhésion des citoyens à l'Europe, et qui est sur la culture européenne, sur l'identité européenne, ce qui sont tous les antidotes qu'il faut contre la peur de l'autre, la peur du monde, le refus de l'étranger, de l'immigré. Donc il dit dans tous les remèdes qu'il faut utiliser, qui sont dans le traité de Maastricht, tout ce qu'il aurait fallu mettre en place pour peut-être ne plus avoir aujourd'hui les questions à se poser sur les politiques communes en matière d'accueil de l'immigration ou du rejet de l'Europe qui ne protège pas, du rejet d'une Europe qui reste à dominante trop économique et pas assez sociale. Et il parle même d'environnement. Oui. Alors on va terminer, je vais demander qu'on montre la toute dernière photo. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup parlé entre nous de l'accession de 58 à 81. Et ça peut être de l'histoire ancienne pour beaucoup. Mais il y a une vraie actualité. Ce discours-là... C'est l'actualité, c'est la modernité. Alors je dirais, dans la première partie de nos propos, le Rassemblement de la gauche et l'Union de la gauche, je pense que c'est encore d'actualité. Il semblerait, oui, d'après ce que j'ai cru lire dans les journaux. Pour le reste, sur le discours du 7 janvier, les 3/4 des thèmes qui sont dedans, avec les outils et les clés d'emploi de cet outil, sont décrites. Et malheureusement, il se trouve que ce chemin n'a pas été poursuivi. Alors, on va terminer avec une dernière image. C'est la photo de cette foule en liesse du 10 mai 81. Alors là, c'est sans doute à la Bastide, mais ça a été dans toutes les villes de France et dans toutes les campagnes de France le 10 mai au soir, parce que c'était quand même une formidable alternance politique. C'était la première fois depuis 23 ans. Et d'une certaine façon, ceux qui sont en photo là, les jeunes, eh bien, peut-être que leurs enfants ont bénéficié du programme Erasmus de l'Union européenne. Et 25 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, ils ont été les citoyens européens de cette Europe que François Mitterrand dont il a été un des grands pionniers. Voilà. Ils auront profité de beaucoup d'autres choses qu'ils ne savent peut-être même pas. Eh bien, ils ont qu'à se plonger dans les livres d'histoire parce que je pense que ça peut être très utile. Voilà. Merci beaucoup. Merci, cher Gilbert. Merci pour cet échange. Je crois qu'on a fait revivre de manière un peu différente cette histoire du 10 mai 81 dans sa perspective et encore aujourd'hui dans sa modernité. Merci à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup à tous.